Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, l'économie d'un pays, on peut dire que c'est une sorte de machine gigantesque. Une machine d'une complexité vertigineuse, avec une quantité astronomique de rouages qui tournent tous en même temps. Et la mission de ceux qui pilotent cette machine, c'est de maintenir un équilibre qui ressemble souvent à de la pure haute voltige. Notre objectif aujourd'hui, c'est de démystifier tout ça, de plonger au cœur des politiques macroéconomiques, parce que c'est absolument fascinant de comprendre pourquoi les gouvernements sont en permanence dans un numéro d'équilibriste, constamment tiraillés entre l'envie de relancer la machine et l'obligation de serrer la ceinture. Alors jetons un coup d'œil très rapide à notre feuille de route. Nous allons d'abord parler du fameux mythe du carré magique avant de voir les limites des politiques keynésiennes. Ensuite, nous aborderons l'impératif absolu de la dette publique, le dilemme constant entre austérité et relance, et enfin le match entre le traitement d'urgence et la thérapie de fond. C'est parti ? Première partie, le mythe du carré magique, ou si on veut être un peu poétique, l'utopie économique. Pour commencer, imaginons un instant une véritable utopie économique. Un monde où absolument toutes les variables seraient au vert, parfaites. Eh bien, pour visualiser ça, le meilleur outil, c'est ce qu'on appelle le carré magique. C'est un concept qui a été imaginé par l'économiste d'inspiration keynésienne, Nicolas Kaldor. À l'époque, dans les années 60 et 70, il conseillait les gouvernements britanniques et il cherchait un moyen simple de synthétiser la performance économique d'une nation en un clin d'œil. C'est vraiment un cadre conceptuel, une sorte de bulletin de notes géométrique qui permet d'évaluer la prospérité idéale d'un pays. Et cet idéal, il s'illustre à travers 4 grands axes fondamentaux. C'est comme les 4 piliers d'une maison solide. Au premier coin du carré, on a la croissance économique, qu'on mesure avec la variation du PIB. Au deuxième, le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage qui s'approche de 0. Au troisième, la stabilité des prix, pour éviter que l'inflation ne vienne grignoter notre pouvoir d'achat. Et enfin, au quatrième coin, l'équilibre extérieur. En gros, une balance commerciale qui ne vire pas au rouge. L'idée est simple. Plus les performances sur ces 4 critères sont bonnes, plus le carré que l'on trace est grand et régulier, et plus on s'approche de la perfection économique absolue. Deuxième partie, les limites du keynésianisme, là où le rêve se heurte à la réalité. Parce que la dure réalité, c'est que maintenir cette forme géométrique parfaite, c'est en fait structurellement impossible. Et cette incompatibilité des objectifs de Kaldor, elle illustre de façon magistrale les limites des politiques keynésiennes. En clair, tirer sur un des coins fait irrémédiablement rétrécir les autres. C'est mécanique. Si on dope la croissance pour atteindre le plein emploi, le pouvoir d'achat augmente, ce qui est super. Mais du coup, la demande globale explose. Et le résultat direct, les prix flambent, on crée l'inflation, et fatalement, on se met à acheter beaucoup plus de produits étrangers. Les importations s'envolent, ce qui ruine complètement l'équilibre extérieur. Pour mettre ça en perspective, regardons un peu les prévisions économiques pour la France entre 2024 et 2025. C'est la preuve concrète de cette distorsion. Notre fameux carré magique y est mis à très rude épreuve. On voit que la croissance du PIB ralentit, passant de 1,1% à 0,9%. Actuellement, cette croissance est maintenue un peu sous perfusion, grâce au commerce extérieur, comme nos exportations dans l'aéronautique ou le tourisme. Mais sur le plan intérieur, c'est vraiment la morosité. La consommation freine sèchement pour s'établir à 0,5%, tandis que l'épargne grimpe à 18,5%. En fait, le climat des affaires reste tellement tendu que l'économie tourne au ralenti, et notre beau carré est complètement déformé. Troisième partie, l'impératif de la dette publique, le grand mur financier. Si l'ajustement de notre économie est un casse-tête si complexe, c'est en grande partie à cause d'un antagoniste redoutable, toujours présent en arrière-plan, la dette publique. C'est l'accumulation d'années et d'années de dépenses massives dans des secteurs qui sont pourtant absolument cruciaux, comme la santé et l'éducation ou les infrastructures. Mais aujourd'hui, cette accumulation impose ce qu'on appelle l'impératif de la soutenabilité de la dette. Cette soutenabilité, elle agit comme un mur. Elle fixe une limite extrêmement stricte à la solvabilité de l'État et elle dicte de façon assez implacable l'intégralité de la marge de manœuvre d'un gouvernement. Et les dangers de laisser cette dette grimper par rapport au PIB, ils fonctionnent un peu comme une réaction en chaîne. D'abord, une dette trop élevée ampute directement la capacité du pays à financer de nouveaux projets pour l'avenir. Ensuite, elle fait complètement exploser la charge des intérêts, c'est-à-dire que nos impôts servent de plus en plus à rembourser des intérêts plutôt qu'à financer nos hôpitaux ou nos écoles. En plus, ça crée une pression à la hausse sur les taux d'intérêt, ce qui pénalise tout le monde. Et pour couronner le tout, une mauvaise gestion finit par dégrader la note de crédit du pays, ce qui rendra les futurs emprunts encore plus coûteux. C'est un vrai cercle vicieux. Quatrième partie, le cruel dilemme entre austérité et relance. Face à ce mur de la dette, les gouvernements agissent souvent avec ce qu'on appelle un effet stop and go. D'un côté, on a des politiques de relance qui se font par à-coups parce qu'elles sont indispensables pour soutenir l'innovation, l'investissement privé et l'emploi. Mais de l'autre côté, la hache de l'austérité finit toujours par retomber pour rassurer les marchés. Et globalement, l'analyse montre que la tendance penche lourdement vers l'austérité afin de chercher à réduire cette fameuse dette publique. Alors oui, couper dans les budgets aide à réduire les déficits, c'est mathématique. Mais attention, le prix à payer est lourd. Cela entraîne souvent une hausse fulgurante des inégalités sociales et une pression qui fragilise énormément la cohésion d'un pays.
Alors, comment retrouver de la marge budgétaire? Eh bien, ça passe par des remèdes souvent très impopulaires. Réduire les dépenses, optimiser les services publics, lutter farouchement contre la fraude fiscale ou encore augmenter de manière ciblée certains impôts. Mais face à une fiscalité qui est de plus en plus perçue comme injuste par les citoyens et qui peine à endiguer la fracture sociale, des pistes plus radicales font surface. Des analyses pointues comme celle portée par l'économiste Thomas Piketty avancent carrément l'idée d'une réforme fiscale totale, une refonte complète du système. Bien sûr, c'est une perspective qui fait largement débat, et l'idée ici n'est pas de dire si c'est la bonne ou la mauvaise solution, mais cela montre parfaitement l'ampleur des idées qui sont aujourd'hui mises sur la table pour corriger un système sous très haute tension. 5e et dernière partie, l'urgence contre la thérapie, une histoire d'horizon temporel. Faisons une petite analogie médicale, ça marche toujours très bien pour comprendre ça. En économie, nous avons les politiques conjoncturelles d'un côté et structurelles de l'autre. La politique conjoncturelle, c'est le traitement d'urgence, à très court terme. Imaginez un patient aux urgences, on ajuste les taux, on donne des aides ponctuelles, bref, on met un garrot pour stopper l'hémorragie. Ça sauve le patient sur le moment, mais ça ne guérit pas la maladie de fond. Pour ça, il faut passer à la politique structurelle. C'est la thérapie de fond à long terme, comme réformer le marché du travail ou investir massivement dans l'éducation pour les décennies à venir. C'est ça qui modifie la nature même de l'économie. Et la clé, c'est qu'il existe une complémentarité absolue entre les deux. La politique d'urgence ne fait que nous faire gagner du temps pour que la thérapie de fond puisse enfin guérir le système en profondeur. Le pilotage d'une économie est donc une quête d'harmonisation absolument permanente et on l'a vu incroyablement complexe. Alors, la question qui se pose est immense. Comment réussir à financer l'innovation et l'éducation de demain quand la dette d'hier paralyse nos budgets d'aujourd'hui? Comment éteindre l'urgence sociale sans pour autant hypothéquer l'avenir? C'est tout le grand dilemme de la macroéconomie moderne. À la lumière de tous ces mécanismes, on se rend compte que chaque nouvelle réforme cache des enjeux colossaux. Finalement, cela nous amène à cette réflexion fondamentale. Quel niveau de sacrifice ou d'ajustement sommes-nous prêts à accepter aujourd'hui pour espérer garantir notre prospérité de demain? Voilà de quoi nourrir notre réflexion. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.